D'abord, merci à vous deux d'être présents. Merci. On dit arrimer technologie et réadaptation. Dans votre cas, vous êtes vraiment dans quelque chose de très concret, c'est-à-dire de faciliter, d'améliorer la qualité de vie de gens. J'aimerais ça que vous me parliez de votre projet. Bien, nous, on a plusieurs projets. Le premier projet, c'est vraiment de partir d'un niveau de zéro technologie ou une technologie style on travaille avec la roue pour apporter des technologies. Moi, je travaille en design de signaux sonores, entre autres pour les personnes aveugles, pour les aider à traverser la rue ou pour les aider... Les fameux bip-bip qu'on entend? Oui. Okay. Ah, ça, j'ai pas ça sur mon coin de rue. Parce que vous avez vous avez celui qu'on veut changer. Ah, merci. Je vous donnerai mon adresse. C'est ça. Okay. Donc, ça fait une dizaine d'années qu'on est plusieurs, donc avec Agathe Rattel de l'École d'optométrie, où on design des nouveaux... Agathe, qui est spécialiste en orientation mobilité, puis qui a été l'entremetteuse entre nous, en tout cas. Donc, on design des nouveaux signaux sonores, puis quand on veut faire l'appréciation de ces signaux-là, on invite des personnes aveugles à venir traverser des rues. Donc des vraies rues avec des vrais camions, des vrais autobus, des vrais autos. Puis on dessine sur le sol un quadrillage avec de la peinture qu'on fait mettre par la Ville de Montréal. Et ensuite, on a un papier qui reproduit ce quadrillage-là. Et quand la personne traverse la rue, on dessine sa trajectoire sur le papier. Et quand on a parlé de ça à Claude Chapdelaine, il nous a dit « mais ça n'a pas de sens, on peut rendre les choses un petit peu plus faciles et un peu plus modernes que le crayon papier. » Oui, c'est là qu'on a décidé d'essayer, en fait, deux techniques. On voulait être capable de faire plus de mesures en temps réel. Donc, on a essayé le GNSS, qui est comme une espèce de connexion de GPS, mais plus basée sur des réseaux téléphoniques. Puis en même temps de ça, on voulait voir si cette technologie-là pouvait bien répondre aux besoins. Puis en même temps, on voulait faire aussi une espèce de repérage en caméra mobile, puis d'être capable de prendre les mesures, puis de voir comment on pouvait contrôler finalement, puis prendre des mesures pour que tout ça qui était fait manuellement, puis qui était de la compilation de graphiques à la main, puis de mesures approximatives, on s'est dit, bon, on serait capable de vous dire non seulement la trajectoire, mais la distance, le temps, le nombre de degrés de déviation, donc des mesures beaucoup plus précises, finalement, pour arriver à déterminer le meilleur signal. Puis de ce projet-là est né ensuite un autre projet, parce que faire des traversées de rue, c'est être soumis aux intempéries. La pluie, le vent, la neige... et c'est très coûteux à organiser. Donc, de cette première expérience-là, où on a trouvé ça fabuleux d'avoir des méthodes intéressantes et rapides pour être capable de discriminer des signaux sonores les uns par rapport aux autres, est arrivé un deuxième projet, un projet subventionné par le regroupement stratégique Inter, qui est un regroupement plutôt d'ingénieurs, dans lequel on a développé une chambre virtuelle pour être capable de dessiner visuellement et auditivement une intersection, de façon à pouvoir faire ces tests-là, mais à l'intérieur. Donc, de contrôler complètement les conditions de l'environnement. Donc, c'est vraiment une pièce, là? Oui, c'est une pièce. On appelle ça un cave. Ouais. Alors, c'est vraiment 3 murs avec un système de son, des projections. C'est un monde virtuel. Donc, on a installé... en fait, c'était drôle, l'anecdote, parce qu'au départ, on s'est dit avec Agathe, on va créer un monde virtuel où on va faire une traversée de rue pour quelqu'un sur, par exemple, une lumière verte, puis qu'il va y avoir des véhicules qui vont arrêter, puis la personne va arriver. Puis nous autres, on a dit, bien, on est capable de créer un environnement virtuel avec des sons. Puis ça a été ça qui a été vraiment la découverte de ça, c'est que, premièrement... quand on a dessiné la première scène, on a fait un beau coin de rue qu'on connaissait, puis Agathe est arrivée, puis elle a dit « mais c'est pas à l'échelle ». Puis elle a dit « ben non, la largeur des trottoirs ». Puis en fait, nous autres, on s'était basés sur des techniques de création de jeux vidéo avec un engin de jeu de vidéo. Puis là, ben, les mesures, ça ne donnait pas des mesures réelles. Fait qu'il fallait que les distances soient vraiment justes, parce que si une personne aveugle devait faire un apprentissage, il fallait que ce soit les bonnes mesures. Puis là, on a repris ça, on a fait une mise à l'échelle. Puis là, ben, on a dit, notre gros problème, c'était les sons. Parce qu'au niveau sonore, c'est un peu la même chose. Les engins de jeu placent le joueur souvent à l'intérieur d'une auto, alors que le piéton aveugle, lui, il n'est pas assis dans une auto, il est à l'extérieur de l'auto. Donc, ça prenait des sons qui n'étaient pas disponibles dans les environnements de jeu. Et par ailleurs, moi, j'avais une librairie de sons où c'était des sons réels, où on suit une voiture, donc le son est très faible au début, donne l'impression que l'auto est loin, le son devient plus fort, change un peu en tonalité, s'éloigne.
Mais ces sons-là, qui durent plusieurs secondes, c'est incompatible avec les engins de jeu. C'est des sons en boucle, très courts, de une seconde. Oui, c'est ça qu'on fait en boucle. Et là, donc, il fallait trouver acoustiquement comment on allait reproduire la réalité d'un son qui est en mouvement, qui change en tonalité, qui change en spectre, qui change en intensité, à partir de petites séquences de 1 seconde. Et là, vous avez expliqué quelque chose, je n'arrive pas à comprendre. Vous créez donc cette chambre-là, sachant que c'est pour des non-voyants. Oui. Et là, vous vous cassez la tête à créer un environnement visuel. Parce que les non-voyants ne sont pas toujours complètement non-voyants. Bon, d'accord, OK. Ouais. Comme les sourds ne sont pas toujours complètement sourds. Donc, ils ont besoin de ces références-là aussi. Oui. C'est ça. Puis comment on arrive à reproduire, en guillemets, là, un vrai comportement? Parce qu'on s'entend que, voyant ou pas voyant, là, quand on est dehors pour de vrai sur un coin de rue, il y a une façon. Notre vie est vraiment en jeu là, quand vient le temps de traverser. Là, ils sont quand même dans un caisson. Mais ça leur permet de développer des comportements adéquats, de développer des comportements d'alignement vers une source sonore, de développer des comportements de détection, est-ce que je l'ai bien détecté, de prendre confiance en eux parce qu'ils sont dans un environnement sécuritaire. Puis ensuite, on peut transférer ces habiletés-là, cette confiance-là sur des vraies intersections. Il y a un passage à faire entre les deux, mais on gagne drôlement de l'assurance avec un entraînement à l'intérieur, dans des conditions qu'on peut contrôler, qu'on peut répéter aussi souvent qu'on veut, avant d'aller se mettre en danger. Dans le fond, c'est le principe du simulateur. Oui, oui, exact. Oui, c'est une simulation. Qui est votre client là-dedans? Bien, en fait, ça a commencé par ma rencontre avec Agathe, qui était spécialiste en mobilité. Puis j'étais curieuse parce que j'avais travaillé beaucoup en vidéodescription avec des personnes aveugles. Puis je l'ai rencontrée, puis elle m'a invitée à son cours de mobilité où on entraîne les gens à faire ça. Puis j'ai dit, écoute, je vais être cobaye, je vais être sous bandeau. Et puis j'ai vraiment vécu ce que c'était de devenir aveugle et de ne plus savoir comment me diriger pour traverser une rue. J'ai senti le stress que c'était. J'ai senti quand on me faisait déplacer, puis on m'a dit, vous êtes face à un escalier. J'ai eu paniqué. Puis là, elle m'a dit, mais vous êtes devant un escalier qui monte. Puis là, je dis, OK, j'ai pas peur, mais sur le coup, c'était... Et là, j'ai compris comment ça amenait comme un stress dans la vie de faire ça. Puis moi, je ne suis pas une personne qui est aveugle, puis je dois pas réadapter toute ma façon de voir. Fait que là, c'était plus de commencer à avoir un dialogue avec Agathe, puis ensuite avec Tony, de dire, bien, comment on peut faire pour, premièrement, quand il fait trop froid, quand il pleut, les gens ne peuvent pas aller en réadaptation à l'extérieur. Il y a le facteur de stress, il y a tout l'aspect tactile aussi, là, avec la canne puis tout ça. Fait qu'on s'est dit, OK, est-ce qu'on pourrait faire une partie du travail où on va mettre on fait une situation assez simple d'alignement par rapport au son, puis que la personne elle puisse commencer à faire un apprentissage cognitif de l'apprentissage de tout ce qui est autour de localisation du son, la direction, c'est-tu différent? Différent. Je suis en train de traverser en même temps. Par exemple, d'être au coin d'une rue, puis il y a des autos qui sont stationnés. La personne ne perverra pas un son comme s'il n'y a pas d'auto. Alors, dépendamment de la direction des autos. Donc, les clients, finalement, c'est des centres de réadaptation. Donc, un peu partout sur le territoire du Québec, il y a un réseau de centres de réadaptation qui offre des services aux personnes aveugles et sourdes aveugles. Et donc, notre intérêt aussi, c'était de développer un système qui, économiquement, ne coûterait pas des centaines de milliers de dollars pour être accessible aux centres de réadaptation qui, dans la région de Montréal, dans la région de Québec, il y a des gros centres de réadaptation qui ont peut-être plus de moyens pour être capables de s'offrir des grands systèmes. Mais en région, ce n'est pas le cas. Alors, l'idée, c'était de développer un système suffisamment robuste, mais en même temps assez simple, économiquement accessible, pour permettre à ces petits centres-là d'acquérir ces systèmes-là. C'est qu'en fait, on a collaboré pendant 3 ans sur des fonds d'Inter, puis
Finalement, au bout du compte, on avait un prototype qui était assez alléchant, puis on l'a présenté à l'Institut Nazareth et Louis Braille. Et eux ont décidé d'acheter une licence et on a fait une installation chez eux. Et présentement, il y a des spécialistes qui sont en train d'apprivoiser l'outil pour savoir comment intégrer ça dans un processus de réadaptation visuelle en clinique. Mais quand on fait de la recherche comme vous, puis on arrive à trouver des solutions comme ça doit être assez valorisant. Parce que là, vous êtes vraiment en train de changer la vie de gens qui doivent apprendre à se réorienter. Puis là, vous êtes en train de développer, je ne dirais pas un kit, là, parce que c'est un peu réduire votre affaire, mais d'arriver avec une solution comme ça qui va vraiment changer la vie de gens. Plus de flexibilité de la part des spécialistes. Aussi, de permettre surtout une période de réadaptation beaucoup plus courte. Ouais. Parce que si la personne qui devient, disons, un problème de basse vision ou qui devient aveugle, s'il y a plusieurs sessions qui sont annulées à cause de la température, mais que là, elle peut toujours continuer à travailler en session virtuelle. Ouais. Cette personne-là fait des gains. Elle peut utiliser l'environnement même en dehors de la présence du spécialiste, ce qui fait qu'elle va gagner des aptitudes beaucoup plus rapidement. Donc, on parle aussi d'être capable de devenir plus autonome et d'être réadapté plus rapidement. Est-ce que vous avez eu des... pas des patients, mais des gens qui l'ont testé? Ah oui, oui. Et puis, c'est quoi les réactions? En fait, on l'a testé beaucoup. On l'a testé parce que l'environnement qui est installé ici au CRIM, on l'a utilisé pour tester des nouveaux signaux sonores. Donc, on a fait des panels où on a invité... voitures là, qui se promènent. Oui. Les sons de traversée pour aider les personnes à traverser. Donc, on leur a fait écouter des dizaines de signaux sonores différents qui nous guident à choisir les bons signaux sonores. Puis c'est comme ça que vous êtes arrivé à votre petite chanson. Là. Bien, la petite chanson, c'est notre gold standard. C'est la chanson qui est bonne. Maintenant, on veut changer le coucou que vous avez au coin de chez vous, qui est vraiment mauvais. Nos recherches ont montré ça. Donc, on est en train de chercher un signal pour remplacer ce coucou-là. Et c'est ça qu'on a testé ici dans l'environnement. Donc, les premières personnes aveugles qui sont venues nous aider, qui font même partie de notre groupe de recherche, nous ont dit, bon, d'abord, vos haut-parleurs, c'est pas les bons, il faut les changer. Il faut que ce soit les haut-parleurs qu'on a sur le coin des rues. On a dit, vous avez raison, on a changé les haut-parleurs. La ville nous a donné des haut-parleurs pour qu'on puisse travailler. C'est ça. Donc, les clients, les clients, appelons ça comme ça, font partie de l'équipe de recherche, nous aident à faire les bons choix et nous influencent beaucoup sur l'aspect de l'environnement, nous donnent des conseils, puis réagissent très, très bien au fait que, oui, c'est intéressant parce que ça permet de revenir dans des environnements à répétition pour tester des hypothèses, tester des propositions et en l'absence de variables qui changeraient notre appréciation. Le vent, par exemple, ou la météo. Et dans le plus beau des scénarios, vous pensez pouvoir distribuer les vendre, là, mais que ces centres d'apprentissage soient disponibles en région, selon vous, ça pourrait être le cas? Est-ce que c'est déjà le cas? Bien, il y en a déjà un. Oui, il y en a un. Qui est en train d'être installé là, maintenant. OK. Donc, ça va être... C'est la première version. Donc, on essaie de voir comment les spécialistes vont s'approprier ça, puis comment nous, on va l'adapter finalement à vraiment une procédure de réadaptation. Parce que là, on a pris un peu les connaissances de l'école d'optométrie en audiologie. Maintenant, sur le terrain, c'est différent de faire de la réadaptation pour une personne qui est aveugle qu'une personne en basse vision. Donc, ça prenait des mécanismes différents. Il fallait être capable de, par exemple, mesurer les distances entre certains objets pour voir si la personne en basse vision les voit ou pas, ce qu'on n'a pas besoin de faire avec une personne en cécité. Travailler beaucoup les sons, parce que ça, c'est très, très important, surtout une personne qui est en cécité. Puis je veux dire que c'est un gros challenge pour nous d'incorporer finalement toute la compréhension de ce que c'est devenir une personne aveugle, puis comprendre les notions d'audiologie, de réadaptation visuelle. Peut-être l'anecdote la plus intéressante, c'est que notre première installation était pas mal de base, là, avec les moyens du bord. Et puis, on n'avait pas installé les haut-parleurs à la hauteur des personnes. On les avait mis en haut de notre cave. Et puis, la première fois qu'on a fait des tests de traversée de rue, on a parti le monde virtuel, puis il y a un auto qui passait. Donc, la personne ne la voyait pas. Ouais. Puis, elle a entendu le son passer d'un haut-parleur à l'autre. Elle a dit « Ah, il y a un avion ».
Là, c'est dit, OK, oui, il faut baisser les haut-parleurs. Puis maintenant, on est en train de faire aussi un transfert vers un univers qui serait uniquement sonore, où on veut arriver à faire des mesures de localisation auditive. On fait ça en clinique, mais c'est des systèmes aussi qui sont très, très lourds, qui demandent des dizaines de haut-parleurs, mais on veut essayer de développer, on est en train de développer un système simplifié avec 2 haut-parleurs seulement, où on pourrait aller cueillir automatiquement les mouvements de déplacement des personnes pour être capable de mesurer leur localisation. Et ça, c'est comme un sous-produit de ce qu'on est de la collaboration qu'on a établie. Et ça aussi, ça aurait un potentiel d'être vendu là, un peu partout à travers la planète, là, pas juste ici au Québec. Là. C'est fascinant de vous écouter parce qu'on sent vraiment que tous les deux, vous êtes passionnés par votre projet. Moi, je suis curieux, qu'est-ce que vous retenez de cette collaboration-là avec le CRIM? Si je vous ressors un instant là, de... moi, j'ai de la misère à m'imaginer que cette collaboration-là va s'arrêter. C'est une collaboration extrêmement fructueuse. Autant on avait de la technologie dans ce qu'on fait, mais complètement sans rapport avec ce que le CRIM fait. Ouais. Autant que cette technologie-là nous ouvre des horizons complètement différents auxquels on n'aurait même pas songé, même pas pu les imaginer avant qu'on s'assoie ensemble et qu'on discute. Puis c'est fructueux au point où on n'arrête pas d'avoir des idées. Oui, c'est ça. Fait moi, je ne peux pas m'imaginer pas travailler avec quelqu'un du CRIM. On voudrait qu'il y ait des gens qui nous donnent plein d'argent pour continuer à faire plein de choses ensemble. Puis vous, qu'est-ce que vous retenez de cette collaboration-là? Qui se continue, là? Oui, il faut dire que de faire des technologies assistées, depuis plusieurs années, ma carrière au CRIM, j'ai assisté à la construction du sous-titrage en temps réel, à la vidéodescription, d'embarquer dans des univers. Pour moi, de travailler pour des personnes avec une déficience visuelle, au niveau de la carrière, c'est super enrichissant. Au niveau personnel aussi, c'est motivant. Puis de travailler avec des personnes aveugles, c'est vraiment un type d'utilisateur vraiment particulier parce que c'est des gens, ils sont tellement reconnaissants de ce que tu fais, puis des fois, tu n'as pas l'impression d'en faire assez pour eux, mais ils sont tellement reconnaissants. Fait que puis tu établis un rapport avec ces gens-là. Tu connais des histoires personnelles, des fois, qui sont assez dramatiques. Comment on devient aveugle, des fois, c'est pas nécessairement... Alors, ça me sort un peu d'interpréter ce que j'ai à faire en termes de spécification, tout ça, puis ça me rend plus dans le côté humain, puis de voir comment la technologie est capable d'aller au-delà de cliquer une souris ou de faire quelque chose qui... Il y a comme quelque chose, au point de vue humain, qui est encore plus grand que... Tony, Claude, merci infiniment pour votre témoignage. Merci.